Depuis plusieurs jours, les incendies qui touchent le sud de la France occupent toute l'actualité. Et comme souvent, lorsqu'un événement dramatique se produit, les réseaux sociaux se remplissent très vite de théories. Certains affirment déjà que ces incendies auraient été provoqués pour permettre la construction de futurs parcs éoliens, voire de parcs solaires. Les vidéos se multiplient, les certitudes aussi. Regardons ça. Soit vous êtes con, soit vous êtes aveugle, soit les deux. S'il voit le jour, ce parc solaire sera l'un des plus grands d'Europe. Le projet, qui est à 20 km au sud de Bordeaux. Quand un terrain est privé et qu'il y a des lois contre le défrichage, il faut brûler. Et les feux apparaissent exactement à l'endroit du projet Orizeo. 1200 hectares seront déboisés. Détruire puis reconstruire, c'est la devise des mondialistes. On est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Le plus grand mensonge, c'est de vous faire croire que c'est de votre faute. Et pendant que vous culpabilisez, le plan avance. Le projet n'a jamais vu le jour parce qu'il fallait dévaster 1200 hectares de forêt et personne n'était prêt à le faire. Et là, bizarrement, 42 000 hectares viennent de cramer. Tout ça pour reconstruire des villes plus résilientes. LA 2.0 to rebuilding and being more resilient. Synonyme de prison digitale. Ok. Maintenant, il y a une question que je me pose. Pourquoi, à chaque catastrophe, des milliers de personnes deviennent soudain des spécialistes de l'énergie? Alors que quand il faut parler d'ingénierie, des réseaux électriques, de calcul de structure ou d'infrastructure énergétique, là, tout le monde disparaît. Parce que les théories du complot sont simples à réaliser et à écouter. L'ingénierie, elle est beaucoup plus complexe. Et pourtant, c'est bien elle qui construit notre quotidien. Les centrales électriques, les barrages, les lignes à haute tension, les réseaux de distribution, les éoliennes, les panneaux solaires, tout cela n'existe pas grâce à une théorie. Tout cela existe parce que des milliers d'ingénieurs passent parfois 10 ans à réaliser des études, des simulations, des calculs de sécurité, des analyses environnementales, même des essais, ce qui veut dire que les chantiers ne voient pas le jour tout de suite. C'est précisément là où se trouve la différence entre Internet et la réalité. Internet cherche un responsable, l'ingénierie cherche des preuves. Et c'est exactement ce que nous voulons faire aujourd'hui. Ne pas défendre une industrie, ne pas défendre non plus une théorie, mais comprendre comment fonctionne réellement le monde de l'énergie. Parce qu'avant d'affirmer qu'un projet énergétique est responsable d'un événement, encore faut-il comprendre comment un tel projet voit le jour réellement. Et je peux vous assurer une chose, après avoir rencontré plusieurs ingénieurs, des industriels, des entreprises dans la transition énergétique, nous avons découvert une réalité qui est beaucoup plus intéressante. Prenons quelques exemples. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, ce serait la Norvège. Il y a quelques jours, nous avons rencontré une entreprise norvégienne qui est spécialisée dans la gestion durable des forêts. En arrivant sur place, nous avons vu des hectares entiers de forêts coupés. Bien sûr, la première réaction, elle est évidente. Mais pourquoi détruisez-vous la nature? La réponse était beaucoup moins émotionnelle. Les ingénieurs nous ont expliqué qu'une forêt est aussi une infrastructure vivante et qu'il faut donc l'entretenir. Certains arbres arrivent en fin de cycle, donc en fin de vie. D'autres sont touchés par des maladies. D'autres deviennent plus vulnérables aux incendies. Certaines essences ne sont plus adaptées au climat qui évolue. On le sait bien. Dans ces cas-là, une partie de la forêt est exploitée pour être replantée avec des espèces plus adaptées. Ce processus s'appelle tout simplement la gestion forestière durable. Est-ce impressionnant à voir? Oui. Est-ce agréable visuellement? Pas toujours. Mais les décisions d'ingénierie ne sont pas prises pour être belles sur Instagram. Elles sont prises pour fonctionner sur plusieurs décennies. Maintenant, on va prendre un deuxième exemple, les éoliennes. Lorsque de nombreux parcs éoliens ont commencé à être construits en Europe, les critiques ont été immédiates. Les éoliennes détruisent la biodiversité. Elles tuent tous les oiseaux. Elles sont une catastrophe écologique, elles font du bruit. Puis, une chose beaucoup moins médiatique s'est produite. Les ingénieurs ont commencé à modifier les technologies. Effectivement, ils ont essayé de corriger ces problématiques. Aujourd'hui, certaines installations utilisent des radars capables de détecter les grands oiseaux. D'autres ralentissent automatiquement leur pales lors des périodes migratoires. Les logiciels sont constamment améliorés et il y a un pilotage qui se fait à distance. Les implantations sont revues en fonction de l'étude environnementale. Autrement dit, l'ingénierie évolue. Elle corrige, elle optimise. Mais ces améliorations ne deviennent presque jamais virales. Et c'est bien dommage. Maintenant, prenons un troisième exemple. Les lignes à haute tension, c'est ce qui alimente aujourd'hui tous nos foyers en France. À chaque nouveau projet de ligne électrique, des inquiétudes apparaissent. C'est dangereux, cela va détruire les paysages.
Les maisons vont perdre de la valeur. Pourtant, derrière une seule ligne électrique se cachent parfois plusieurs années d'études. Les ingénieurs analysent les sols, les vents, les risques géologiques, les contraintes mécaniques, les impacts environnementaux, les études de santé publique. Les procédures administratives peuvent durer des dizaines d'années. Pourquoi ? Parce qu'une infrastructure énergétique ne se construit pas avec des opinions. Elle se construit avec des études et des calculs. Prenons maintenant un quatrième et un dernier exemple. Les panneaux solaires. Il y a quelques années, une affirmation revenait sans cesse sur le terrain. Les panneaux solaires ne pourront jamais être recyclés. C'est complètement faux. Aujourd'hui, plusieurs usines européennes récupèrent déjà le verre, l'aluminium, le silicium et une partie des matériaux contenus dans les panneaux qui sont arrivés en fin de vie. Le recyclage est-il parfait ? Non. Ça touche 95% du panneau. Mais ça progresse. Grâce à qui ? Aux ingénieurs. Et certainement pas grâce aux vidéos sensationnalistes. Maintenant, après ces exemples, revenons à la France. Depuis plusieurs jours, les incendies occupent toute l'actualité. En parallèle, de nombreuses publications évoquent de futurs projets énergétiques. Certains ont conclu immédiatement qu'il existe un lien. On pourrait se poser la question, faut-il analyser les intérêts économiques ? Absolument. La transition énergétique représente des milliards d'euros. Ce sont des investissements, des choix politiques, des enjeux industriels, des emplois. Il y a une réelle économie autour de l'énergie. Mais il existe une différence fondamentale entre poser une question et affirmer une conclusion sans preuve. Si une enquête démontre un acte criminel, il faudra l'assumer. Si maintenant elle conclut une combinaison de sécheresse, de températures extrêmes, de vents violents ou d'erreurs humaines, il faudra également accepter cette réalité. Les faits ne sont pas obligés de confirmer nos intuitions. Alors pourquoi les théories du complot séduisent-elles autant ? Parce que c'est très simple, notre cerveau préfère les explications simples. Face à une catastrophe, il est plus rassurant d'imaginer un responsable unique. Une entreprise, un gouvernement, une organisation secrète. La réalité est souvent beaucoup plus difficile à accepter, car les grands événements sont généralement le résultat de nombreux facteurs qui s'additionnent. Et cette complexité est beaucoup moins spectaculaire qu'une vidéo de 30 secondes. Ce qui m'interpelle le plus, j'observe toujours le même phénomène. Lorsqu'il faut publier une vidéo avec un titre choc, les influenceurs arrivent immédiatement. Mais lorsqu'il faut débattre d'un véritable projet énergétique, comprendre les calculs de production, les études de vent, les raccordements au réseau, les contraintes géologiques, les calculs de fondation, les impacts environnementaux, les capacités de stockage, l'équilibre entre production et consommation, les coûts d'exploitation, la liste est très longue, on va s'arrêter là, mais étrangement, la plupart disparaissent. Parce que malheureusement, un calcul d'ingénieur ne tient pas sur un réel de 30 secondes. La réalité est presque toujours plus complexe qu'un simple slogan. Alors c'est précisément la mission de notre média. Nous ne sommes pas là pour défendre aveuglément une industrie, nous ne sommes pas là non plus pour alimenter les théories du complot. Notre rôle est d'aller voir, de rencontrer les ingénieurs, les chercheurs, les entrepreneurs, les industriels, les experts de terrain, les acteurs politiques, et seulement ensuite de nous faire une opinion. Parce que la transition énergétique est probablement l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Et cette conversation mérite mieux que des raccourcis. Aujourd'hui, l'Europe construit son futur énergétique, et la vraie question n'est donc pas « quelle théorie est la plus spectaculaire ?» La vraie question est « quelles sont les preuves ?» et « quelles sont les données ?» Car à la fin, ce ne sont pas les vidéos virales qui vont alimenter le pays en électricité, ce sont les calculs des ingénieurs et les études qu'ils auront fait dessus. Et c'est précisément pour cela que nous avons choisi une ligne éditoriale simple. Remplacer les émotions par les faits.